En 1846, dans les registres paroissiaux de la Louisiane, 6 hommes furent enterrés le même jour avec la mention « mort de causes indéterminées ». Tous portaient la même mutilation. Tous travaillaient pour la même plantation. Et tous avaient partagé le même secret pendant près de 15 ans. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire n'a jamais été racontée dans son intégralité et elle mérite d'être entendue. Le delta du Mississippi, dans les années 1840, était un labyrinthe d'eau, de terre et de secrets. Les plantations s'étendaient comme des royaumes isolés, chacune gouvernée par ses propres lois, loin du regard des autorités de la Nouvelle-Orléans. Entre les méandres boueux du fleuve et les forêts de cyprès chauves qui semblaient avaler la lumière du jour, il existait des endroits où le temps s'arrêtait, où les cris ne portaient pas au-delà des limites des propriétés, où l'humanité elle-même semblait suspendue. La plantation Belmont s'étendait sur près de 2000 arpents de terre fertile, à environ 45 km au sud de la Nouvelle-Orléans, dans une région où le fleuve formait une courbe prononcée qui isolait naturellement le domaine du reste du monde. Pour y accéder, il fallait emprunter un chemin boueux qui serpentait entre les marécages pendant près de 2 heures. Un trajet que peu de visiteurs osaient entreprendre, surtout pendant la saison des pluies quand les routes devenaient impraticables et que les alligators sortaient de leurs tanières. La grande maison, construite dans le style créole avec ses larges galeries et ses colonnes blanches, dominait un paysage de champs de canne à sucre qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Derrière elle, une rangée de cabanes d'esclaves formait un village miniature, et plus loin encore, caché derrière un rideau de saules pleureurs, se trouvait la sucrerie, un bâtiment massif de briques rouges d'où s'échappait une fumée noire pendant la saison de broyage. Monsieur Auguste Lavergne dirigeait cette plantation depuis 1828, après avoir hérité du domaine de son père. C'était un homme trapu d'une 50aine d'années, aux favoris grisonnants et au regard perpétuellement soupçonneux. Il prétendait descendre d'une famille de nobles français exilés après la Révolution, bien que personne n'ait jamais pu vérifier cette affirmation. Ce qui était certain, c'était sa réputation de maître sévère mais calculateur, qui préférait les punitions psychologiques aux châtiments corporels excessifs, non par bonté, mais parce qu'un esclave marqué ou mutilé valait moins sur le marché. Sa femme, Céleste, était une créole de la Nouvelle-Orléans, pâle et frêle, qui passait ses journées dans la grande maison à superviser les domestiques et à écrire de longues lettres à sa famille. Ils avaient 2 enfants. Édouard, 17 ans, qui étudiait le droit à la Nouvelle-Orléans et revenait rarement, et Amélie, 15 ans, une jeune fille silencieuse qui passait son temps à dessiner dans son journal intime les paysages désolés qui l'entouraient. Mais les véritables maîtres de Belmont, ceux qui contrôlaient le quotidien des près de 120 esclaves, étaient les 6 surveillants. Choisis avec soin par Lavergne lui-même, ces hommes formaient une hiérarchie cruelle et efficace qui maintenait l'ordre par la terreur et l'intimidation. Ils portaient tous des fouets enroulés à leur ceinture et des pistolets chargés, et ils se déplaçaient dans la plantation comme des prédateurs, toujours à l'affût de la moindre infraction, du moindre signe de rébellion. Le plus ancien était Silas Cartwright, un homme sec d'une 60aine d'années, aux yeux froids comme la glace, qui avait travaillé dans les plantations depuis l'âge de 14 ans. C'était lui qui avait formé les autres, qui leur avait enseigné les méthodes les plus efficaces pour briser la volonté sans détruire le corps, pour maintenir la peur sans provoquer la révolte. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, sa voix portait le poids de l'autorité absolue. Matthias Brenner était le contremaître de la sucrerie, un Allemand arrivé en Louisiane 15 ans plus tôt, fuyant des dettes en Europe. Massif et brutal, il supervisait le broyage de la canne avec une obsession maniaque pour la production, ne tolérant aucun retard, aucune pause non autorisée. Les esclaves qui travaillaient sous ses ordres portaient des cicatrices de brûlures causées par les chaudrons bouillants de sirop, car Brenner n'hésitait pas à pousser quelqu'un trop près du feu pour donner l'exemple. Jacques Fontenot, un créole de Bâton Rouge, était responsable des champs.
Plus jeune que les autres, il n'avait que 32 ans, mais compensait son manque d'expérience par une cruauté gratuite qui le faisait craindre même de ses collègues. Il prenait plaisir à infliger des punitions publiques, à humilier les esclaves devant leur famille, à inventer des infractions pour justifier ses châtiments. Vincent Roussel surveillait les quartiers des esclaves et contrôlait les déplacements nocturnes. C'était un homme méticuleux qui tenait des registres détaillés de chaque esclave, notant leur comportement, leurs relations, leurs faiblesses potentielles. Il utilisait cette information pour manipuler, diviser et contrôler, créant un réseau d'informateurs parmi les esclaves eux-mêmes. Thomas Gallagher, un Irlandais au visage rougeau et à la voix tonnante, était chargé de la discipline générale. C'était lui qui administrait les punitions officielles, qui tenait le registre des infractions, qui décidait du nombre de coups de fouet pour chaque offense. Il se vantait de n'avoir jamais tué un esclave sous ses coups, affirmant que c'était la marque d'un bon surveillant de savoir exactement jusqu'où aller. Enfin, il y avait Lucien Thibault, le plus jeune, à peine 24 ans, fils d'un petit fermier ruiné qui avait accepté ce travail par désespoir. Contrairement aux autres, il semblait mal à l'aise dans son rôle, évitant parfois le regard des esclaves, hésitant avant de lever son fouet. Les autres le moquaient pour sa faiblesse supposée, mais Cartwright le gardait parce qu'il était précisément ce type d'homme, facilement contrôlable, qui ne poserait jamais de questions. Ensemble, ces 6 hommes formaient un système implacable de surveillance et de contrôle. Ils vivaient dans des cabanes séparées près de la grande maison, mangeaient ensemble, buvaient ensemble le soir sous la galerie, et partageaient ce lien particulier qui unit ceux qui exercent un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains. Ils se considéraient comme les gardiens de l'ordre, les protecteurs de la civilisation contre le chaos potentiel que représentaient les esclaves. Dans ce monde étouffant et isolé, où chaque jour ressemblait au précédent, où le temps se mesurait en saison de récolte et en vente aux enchères, les esclaves de Belmont vivaient dans un état permanent de vigilance et de peur. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil, 6 jours par semaine, sous le regard constant des surveillants. Leur vie était réglementée jusqu'au moindre détail, quand ils pouvaient manger, dormir, se déplacer, même parler. Mais dans les marges de cette existence contrôlée, il subsistait de minuscules espaces de résistance. Des chants pendant le travail qui contenaient des messages codés, des réunions secrètes la nuit dans les bois, des histoires transmises de génération en génération, qui maintenaient vivante une certaine idée de dignité et d'humanité, et des actes de défi si subtils qu'ils échappaient même à la surveillance omniprésente. Un outil délibérément cassé, une tâche accomplie juste assez lentement pour ne pas pouvoir être sanctionné, un regard échangé qui disait « Nous survivrons ». Ruth arriva à Belmont en décembre 1830, par un après-midi gris où la brume montait du fleuve comme un linceul. Elle avait été achetée lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans, et le peu que les registres mentionnaient à son sujet était inscrit dans l'écriture soignée de Lavergne. Femelle, environ 15 ans, apparence robuste, acquise pour $180. Origine, inconnue. Particularité, muette depuis la naissance selon le vendeur. En réalité, personne ne savait vraiment d'où venait Ruth, ni pourquoi elle ne parlait pas. Le marchand d'esclaves qui l'avait vendue avait raconté qu'elle avait été trouvée dans une plantation abandonnée près de Mobile, seule survivante d'une épidémie de fièvre jaune qui avait tué tous les autres. D'autres versions circulaient. Certains disaient qu'elle venait d'une cargaison illégale arrivée directement d'Afrique. D'autres qu'elle était née en captivité, mais avait été séparée de sa mère si jeune qu'elle n'avait jamais appris à parler. Ce qui était indéniable, c'était son silence. Ruth ne prononçait jamais un mot, jamais un son. Elle ne criait pas sous les coups, ne gémissait pas de douleur, ne fredonnait pas pendant le travail. Son mutisme était si complet, si absolu, qu'il en devenait presque inquiétant. Les autres esclaves, au début, tentèrent de communiquer avec elle, utilisant des gestes, des expressions faciales, des tentatives de langage corporel. Ruth répondait, mais toujours de manière minimale, économe, comme si chaque mouvement devait être calculé.
Physiquement, Ruth était petite, à peine 1,60 m, avec une ossature fine qui la faisait paraître plus jeune que son âge. Sa peau était d'un noir profond, ses traits anguleux, ses yeux d'un brun si sombre qu'ils semblaient noirs. Elle gardait ses cheveux crépus tressés serrés contre son crâne, et son visage ne trahissait jamais aucune émotion. C'était cette absence totale d'expression qui troublait le plus ceux qui la regardaient. Ni joie, ni tristesse, ni colère, ni peur. Juste un masque impassible qui ne révélait rien. Les surveillants, au début, ne savaient pas trop comment réagir à ce silence. Pour des hommes dont le pouvoir reposait en grande partie sur l'intimidation verbale, sur la capacité à humilier et terroriser par les mots, l'impossibilité de provoquer une réaction de Ruth était déconcertante. Cartwright fut le premier à tenter de briser ce mutisme. Il l'isola un après-midi dans la cour, devant les autres esclaves rassemblés, et lui administra 15 coups de fouet en exigeant qu'elle crie, qu'elle supplie, qu'elle produise ne serait-ce qu'un gémissement. Ruth resta silencieuse. Son dos se cambra sous les coups, son corps tressaillit. Du sang coula sur sa robe déchirée, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle regarda droit devant elle, les yeux fixés sur un point invisible à l'horizon. Et quand Cartwright eut terminé, essoufflée et frustrée, elle se redressa lentement, ramassa le seau qu'elle portait avant la punition, et retourna au travail. Cette démonstration eut un effet inattendu. Les surveillants, au lieu d'être rassurés par leur capacité à infliger la douleur, ressentirent une inquiétude diffuse. Le silence de Ruth n'était pas de la soumission. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à identifier ni à contrôler. Dans les semaines qui suivirent, ils l'observèrent avec une attention particulière, cherchant une faille, un moment de faiblesse, quelque chose qui prouverait qu'elle était comme les autres. Mais Ruth continuait son travail avec une régularité mécanique. On l'affecta d'abord au champ, où elle coupait la canne du matin au soir sans ralentir son rythme, sans lever les yeux, sans interagir avec les autres. Puis à la cuisine de la grande maison, où elle épluchait les légumes, nettoyait les casseroles, accomplissait toutes les tâches qu'on lui donnait avec la même efficacité silencieuse. Puis au quartier des esclaves, où elle lavait les vêtements, réparait les toits de chaume, soignait les malades avec des herbes qu'elle cueillait dans les bois. Les autres esclaves développèrent avec elle une relation étrange. Certains la craignaient, superstitieux, murmurant qu'elle était possédée par des esprits ou qu'elle avait fait un pacte avec des forces obscures. D'autres la respectaient, admirant sa capacité à résister aux surveillants par son simple refus de leur donner satisfaction. D'autres encore l'ignoraient simplement, la considérant comme une anomalie dans leur existence déjà difficile. Une vieille femme nommée Esther, qui avait été amenée d'Afrique 40 ans plus tôt et qui servait de sage-femme et de guérisseuse dans les quartiers, fut la seule à établir une véritable connexion avec Ruth. Elle observa la jeune fille pendant des semaines, avant de l'approcher une nuit, dans sa cabane, avec une tisane et un regard compréhensif. Ruth la laissa s'asseoir, accepta le breuvage, et pendant des heures, Esther parla, racontant son histoire, sa capture, son voyage à travers l'océan, ses années de servitude. Ruth écouta sans jamais interrompre, sans jamais réagir visiblement. Mais Esther sentit qu'elle était entendue. À partir de cette nuit, une sorte de relation muette s'établit entre elles. Ruth aidait Esther dans ses soins aux malades, apprenant les propriétés des plantes, les techniques de guérison, les rituels qui apaisaient l'esprit autant que le corps. Esther, en retour, la protégeait des curiosités malsaines, expliquant aux autres que Ruth n'était pas dangereuse, juste différente. Les mois passèrent, puis les années. Ruth devint une présence familière à Belmont, cette silhouette silencieuse qui se déplaçait dans l'ombre, accomplissant ses tâches, évitant les regards, existant dans une forme de limbe entre visibilité et invisibilité. Les surveillants, frustrés de ne jamais pouvoir la briser vraiment, finirent par l'ignorer la plupart du temps, la considérant comme une bizarrerie inoffensive. Mais en 1835, 5 ans après son arrivée, quelque chose changea.
Cela commença par de petits incidents, si mineurs qu'ils passèrent presque inaperçus au début. Des outils qui disparaissaient, puis réapparaissaient à des endroits inattendus. Des serrures qui ne fermaient plus correctement. Des cordes qui se brisaient sous un poids qu'elles auraient dû supporter. Des chevaux qui devenaient nerveux sans raison apparente. Les surveillants attribuèrent ces incidents à la négligence ou à la malchance. Mais ils devinrent plus fréquents, plus ciblés. Un jour, Brenner découvrit que le mécanisme du moulin à canne avait été saboté de manière si subtile qu'il fallut 3 jours pour identifier le problème, causant un retard coûteux dans le broyage. Une autre fois, Fontenot tomba malade après avoir bu de l'eau de son propre puits, une eau qui avait un goût légèrement amer que personne ne put expliquer. Ce fut Roussel qui, le premier, articula le soupçon qui germait dans l'esprit de tous. Par une soirée humide de juin 1835, alors que les 6 surveillants étaient réunis sur la galerie de la grande maison pour boire du whisky et jouer aux cartes, il posa sa main sur la table et dit d'une voix basse « C'est elle ». Les autres le regardèrent, attendant qu'il développe. Roussel alluma lentement sa pipe, laissant le silence s'installer, puis reprit « La muette. Ruth. Tous ces incidents ont commencé il y a 6 mois. Et si vous faites attention, si vous réfléchissez vraiment, elle était toujours quelque part à proximité quand les choses ont mal tourné. » Cartwright fronça les sourcils, sceptique. « Tu insinues qu'une esclave muette sabote délibérément la plantation ? Comment ? Pourquoi maintenant, après 5 ans de comportement irréprochable ? » « C'est précisément ce qui rend cela intelligent, » répondit Roussel. « Personne ne la soupçonne, elle est invisible. Les gens la voient sans la voir. Elle peut aller n'importe où, faire n'importe quoi, et personne ne s'en souvient parce qu'elle ne parle pas, ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces mémorables. » Brenner grogna, vidant son verre d'un trait. Même si c'est vrai, comment prouver quelque chose? On ne peut pas l'interroger, on ne peut pas la faire avouer. Son silence la protège. Alors on l'observe, dit Fontenot, ses yeux brillants d'un éclat cruel. Jour et nuit, on la suit partout. Et quand on la prend en flagrant délit, on fait un exemple qui marquera tous les autres pour les 50 prochaines années. Gallagher secoua la tête. Lavergne n'approuvera jamais une exécution basée sur des soupçons. Elle représente un investissement de $180, plus sa valeur de revente potentielle qui a augmenté maintenant qu'elle est formée. Il exigera des preuves concrètes. Alors on les obtiendra, conclut Cartwright, et son ton indiquait que la discussion était close. À partir de ce moment, Ruth devint le centre d'une surveillance constante. Les surveillants organisèrent un système de rotation où au moins 2 d'entre eux savaient toujours où elle se trouvait et ce qu'elle faisait. Ils examinèrent minutieusement chaque tâche qu'elle accomplissait, cherchant des signes de sabotage. Ils fouillèrent sa cabane à plusieurs reprises, inspectant ses maigres possessions, cherchant des outils cachés, des substances suspectes, n'importe quoi qui pourrait constituer une preuve. Ils ne trouvèrent rien. Ruth continuait son travail avec la même efficacité silencieuse, ne montrant aucun signe qu'elle était consciente de cette surveillance accrue. Son visage restait impassible, ses mouvements économes et précis, sa routine immuable. Les semaines passèrent, et les surveillants commencèrent à douter de leur hypothèse. Puis, en août, Thibault disparut. Le matin du 12 août 1835 était étouffant, l'air si lourd d'humidité qu'il semblait tangible. Thibault avait été vu pour la dernière fois la veille au soir, quittant le dîner des surveillants pour faire sa ronde nocturne habituelle des quartiers des esclaves. Il devait vérifier que tous étaient dans leur cabane après le couvre-feu, compter les têtes, s'assurer qu'aucune réunion clandestine n'avait lieu dans les bois. Quand il ne se présenta pas pour le petit déjeuner le lendemain matin, les autres pensèrent d'abord qu'il avait trop bu et dormait encore. Mais lorsque Cartwright alla frapper à sa porte et ne reçut aucune réponse, une inquiétude commença à germer. Ils forcèrent la porte pour découvrir que Thibault n'avait pas dormi dans son lit. Ses affaires étaient toutes là, son pistolet sur la table de chevet, sa veste pendue au crochet près de la porte. Seul son fouet manquait. Une recherche fut immédiatement organisée. Lavergne lui-même participa,
conscient que la disparition d'un surveillant était un événement grave qui pourrait déclencher une investigation des autorités de la Nouvelle-Orléans. Ils passèrent au peigne fin toute la plantation, les champs, la sucrerie, les marécages environnants, les bois de cyprès. Ils interrogèrent tous les esclaves, un par un, cherchant des témoins, des informations, n'importe quel indice. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien entendu. Les esclaves gardaient leurs yeux baissés en répondant aux questions, leur voix neutre, leur visage fermé. La solidarité silencieuse qui les unissait face au maître s'était refermée comme un mur impénétrable. Ce fut 3 jours plus tard qu'on retrouva le corps de Thibault. Un groupe d'esclaves qui travaillait à drainer un nouveau champ découvrit ses restes à moitié enfoncés dans la boue d'un marécage isolé à près d'1 kilomètre de la plantation. L'état de décomposition était déjà avancé à cause de la chaleur et de l'humidité, et les alligators avaient commencé leur travail. Mais ce qui glaça le sang de ceux qui examinèrent le corps, ce ne fut pas les morsures d'animaux, ni l'état de putréfaction. Ce fut ce qu'ils découvrirent dans la bouche de Thibault, quand le médecin de la Nouvelle-Orléans, appelé pour établir un certificat de décès, effectua son examen. La langue avait été coupée, tranchée à la base avec une précision chirurgicale, probablement avec une lame extrêmement aiguisée. Et selon le médecin, ce n'était pas arrivé après la mort. Les tissus montraient des signes de saignement vital, ce qui signifiait que Thibault était vivant quand cela s'était produit. Le médecin, un homme d'une 50aine d'années nommé Beaumont, qui avait vu beaucoup de choses horribles dans les plantations, écrivit dans son rapport: « La victime a été maintenue de force, probablement ligotée, tandis qu'on lui sectionnait la langue. La mort est survenue plusieurs heures plus tard, probablement par asphyxie due au sang qui s'écoulait dans la gorge, ou par choc. Les marques sur les poignets et les chevilles indiquent qu'il a lutté violemment. » Lavergne était horrifié, non par compassion pour Thibault, mais par les implications. Un meurtre d'esclave était une chose, regrettable, mais gérable. Un meurtre de surveillant, en revanche, était une attaque directe contre l'ordre établi, un acte de rébellion qui ne pouvait rester impuni. Si la nouvelle se répandait, toutes les plantations de la région seraient en danger. Les esclaves pourraient être encouragés à se révolter. Une investigation approfondie fut lancée. Le shérif de la paroisse, un homme corpulent nommé Dupuis, qui devait sa position à ses liens familiaux plutôt qu'à sa compétence, vint avec 3 adjoints. Ils interrogèrent de nouveau tous les esclaves, cette fois avec des méthodes plus coercitives. Ils fouillèrent chaque cabane, chaque recoin de la plantation, cherchant des armes, des traces de sang, n'importe quoi qui pourrait identifier le coupable. Ils ne trouvèrent rien. Pas de témoins, pas de preuves matérielles, pas d'aveu malgré les menaces et les châtiments. Le shérif, frustré et conscient de son incapacité à résoudre l'affaire, finit par conclure dans son rapport que Thibault avait probablement été attaqué par un esclave marron, un fugitif qui se cachait dans les marécages et qui avait profité d'une occasion pour se venger des surveillants en général. Cette explication, bien que peu satisfaisante, fut acceptée. Thibault fut enterré dans le petit cimetière près de l'église paroissiale et la vie à Belmont reprit son cours. Mais quelque chose avait changé. Les 5 surveillants restants étaient désormais sur leur garde, ne se déplaçant plus jamais seuls, vérifiant constamment derrière eux, dormant avec leurs armes chargées à portée de main. Et ils observaient Ruth avec une attention nouvelle. Parce que pendant les 3 jours où Thibault avait été porté disparu, Ruth avait continué son travail comme si de rien n'était. Pas un changement dans son comportement, pas un signe d'émotion quand le corps avait été découvert, pas la moindre réaction pendant les interrogatoires. Son silence habituel, cette fois, semblait presque moqueur. Cartwright, Brenner, Fontenot, Roussel et Gallagher se réunirent secrètement une nuit, loin de la grande maison, dans une cabane abandonnée en lisière de la propriété. Ils parlèrent à voix basse, conscients que même les murs pouvaient avoir des oreilles. « C'est elle », dit Roussel, répétant son accusation avec plus de conviction. « Je le sais, je le sens. »« Ah, des sentiments ne sont pas des preuves, » répliqua Gallagher. « Le shérif n'a rien trouvé.
Le médecin n'a rien trouvé. Comment une petite esclave muette aurait-elle pu maîtriser Thibaut, un homme armé et entraîné? Peut-être qu'il ne s'attendait pas à une attaque d'elle, suggéra Fontenot. Peut-être qu'elle l'a pris par surprise. Elle est petite, discrète. Il ne l'aurait pas vue comme une menace. Brenner cracha par terre, son visage rouge de colère et de peur. Muette ou pas, si c'est elle, on doit la faire parler, la faire avouer, peu importe les méthodes. Et si elle avoue, puis quoi? Demanda Cartwright, sa voix froide et calculatrice. On la livre au shérif, on organise une exécution publique. La Vergne perdrait son investissement, et nous deviendrions la risée des autres plantations, les surveillants qui se sont fait avoir par une esclave muette. Un silence lourd tomba sur le groupe. Ils savaient tous que Cartwright avait raison. Admettre qu'ils avaient été vaincus par Ruth serait admettre leur propre incompétence, leur propre vulnérabilité. Cela remettrait en question toute la structure de pouvoir sur laquelle reposait le système des plantations. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda finalement Gallagher. Cartwright regarda chacun d'eux lentement, ses yeux froids reflétant la lueur de la lanterne. « On ne fait rien, pour l'instant. On la surveille encore plus étroitement. On attend qu'elle commette une erreur. Et quand elle le fera, on règle ça nous-mêmes. Discrètement. Personne n'a besoin de savoir. Un accident pendant le travail. Une maladie soudaine. Il y a 1000 façons de faire disparaître un esclave sans poser de questions. » Les autres acquiescèrent lentement, un pacte tacite se formant entre eux. Ils protégeraient leur réputation en protégeant leurs secrets. Ruth ne sortirait jamais vivante de Belmont, mais sa mort devrait sembler naturelle, inévitable, dépourvue de toute connexion avec eux. Les mois qui suivirent furent tendus. L'atmosphère à Belmont était devenue oppressante, chargée d'une tension que même les esclaves qui ne savaient rien du meurtre de Thibaut pouvaient sentir. Les surveillants étaient plus brutaux, plus imprévisibles, frappant pour des offenses mineures, inventant des infractions quand il n'y en avait pas. C'était comme s'ils essayaient de réaffirmer leur contrôle par la violence, de repousser la peur qui les rongeait de l'intérieur. Ruth, pendant ce temps, continuait sa routine. Elle travaillait où on lui disait de travailler, accomplissait les tâches qu'on lui donnait, retournait dans sa cabane le soir. Les surveillants la suivaient partout, notant ses moindres mouvements, cherchant des schémas, des anomalies, des opportunités. Mais Ruth était insaisissable. Elle ne faisait jamais rien de suspect, ne parlait avec personne, ne s'écartait jamais de son chemin habituel. C'était comme si elle était devenue une ombre, une présence sans substance qui existait sans vraiment vivre. Esther, la vieille guérisseuse, remarqua le changement chez les surveillants avant que les autres esclaves ne le fassent. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître les signes de peur chez les hommes qui détenaient le pouvoir. Elle observa comment ils regardaient Ruth, comment leurs mains se crispaient sur leurs armes quand elle passait près d'eux, comment leur conversation s'arrêtait brusquement quand elle entrait dans une pièce. Une nuit, elle s'assit près de Ruth, dans la cabane qu'elle partageait désormais, et elle parla doucement, comme elle le faisait toujours avec la jeune fille muette. « Ils ont peur de toi, » dit-elle. « Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas savoir. Mais je te connais assez maintenant pour comprendre que tu n'es pas ce qu'ils croient. Tu n'es pas silencieuse parce que tu ne peux pas parler. Tu es silencieuse parce que tu as choisi de l'être. » Ruth ne répondit pas, bien sûr. Mais ses yeux, pour la première fois depuis qu'Esther la connaissait, montrèrent quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Un instant fugace où le masque glissa, révélant une intelligence aiguë, une conscience totale de tout ce qui se passait autour d'elle. « Sois prudente, » continua Esther, « la peur rend les hommes dangereux, plus dangereux que la colère. La colère est chaude et impulsive, la peur est froide et calculatrice. Ils vont essayer de te détruire, mais pas de manière que tu puisses prévoir. » Ruth hocha imperceptiblement la tête, et Esther comprit que ses paroles avaient été entendues et comprises. Puis le masque se remit en place, et Ruth redevint cette présence silencieuse et impénétrable qui déconcertait tant ceux qui la regardaient.
L'hiver de 1835 passa, puis le printemps de 1836 arriva. La tension à Belmont ne diminuait pas, mais elle devenait familière, presque routinière. Les surveillants maintenaient leur vigilance, mais celle-ci commençait à s'émousser avec le temps. On ne peut rester en état d'alerte maximale indéfiniment. La fatigue s'installe, la tension se relâche, les routines reprennent le dessus. Ce fut exactement ce sur quoi Ruth avait compté. En avril 1836, Brenner tomba malade. Cela commença par des maux d'estomac violents, des crampes qui le pliaient en deux, des vomissements incessants. Le médecin Beaumont fut appelé et diagnostiqua une intoxication alimentaire, probablement causée par de la viande avariée. Il prescrivit du repos et une diète stricte, assurant que Brenner se rétablirait en quelques jours. Mais Brenner ne se rétablit pas. Les symptômes s'intensifièrent, il développa une fièvre qui ne baissait pas malgré les compresses froides et les tisanes. Ses cheveux commencèrent à tomber par poignées. Ses gencives saignaient. Sa peau prit une teinte grisâtre inquiétante. Beaumont revint, perplexe. Les symptômes ne correspondaient à aucune maladie qu'il connaissait. Il prit des notes détaillées, examina Brenner de la tête aux pieds, posa des questions sur tout ce qu'il avait mangé, bu, touché dans les dernières semaines. Rien ne donnait d'explication claire. Pendant 2 semaines, Brenner agonisa dans sa cabane, soigné par les domestiques de la grande maison sous la supervision de Madame Lavergne. Il délirait pendant ses fièvres, parlant de choses incohérentes, criant des noms, revivant des scènes de son passé. Les autres surveillants venaient le voir, mal à l'aise, ne sachant que dire face à cette détérioration rapide. Ruth, pendant ce temps, fut assignée aux tâches de la cuisine pour remplacer temporairement une domestique malade. Elle préparait les repas, nettoyait les casseroles, servait le dîner aux surveillants. Personne ne fit attention à elle. Elle était devenue une partie du décor, si familière qu'elle en était invisible. Brenner mourut le 3 mai, au petit matin, dans des convulsions terribles. Beaumont, présent au moment du décès, ne put faire que constater l'évidence. Le corps avait cessé de fonctionner, mais il ne pouvait expliquer pourquoi. Dans son certificat de décès, il écrivit « Mort de cause naturelle indéterminée ». Une formulation vague qui cachait son incompétence mais aussi son malaise face à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, dans le petit cimetière paroissial. Brenner fut enterré à côté de Thibaut, et le prêtre prononça les paroles habituelles sur la miséricorde divine et l'acceptation de la volonté de Dieu. Les 4 surveillants restants assistèrent à la cérémonie, leurs visages fermés, leurs pensées invisibles. Après les funérailles, ils se réunirent de nouveau dans leur refuge secret. Cette fois, il n'y avait plus de débat sur la nature de la menace. Ils savaient, tous les 4, même s'ils ne pouvaient pas le prouver, que Ruth était responsable. 2 surveillants morts en moins d'1 an, dans des circonstances mystérieuses, c'était trop pour être une coïncidence. « Comment ?» demanda Gallagher, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Comment une esclave muette qui ne touche jamais nos provisions, qui ne s'approche jamais de nos cabanes, pourrait-elle avoir empoisonné Brenner ? Elle était dans la cuisine, » répondit Roussel, « pendant les 2 semaines précédant sa maladie. Elle préparait les repas que nous mangions tous. Pourquoi seulement Brenner a été affecté ?» Fontenot frappa du poing sur la table. « Parce qu'elle est plus intelligente que nous tous réunis. Elle sait qu'elle est surveillée. Elle sait qu'elle ne peut pas agir de manière évidente. Alors elle attend, elle observe, elle trouve des opportunités si subtiles que nous ne les voyons pas. Thibaut était le plus faible d'entre nous, dit Cartwright lentement, analysant la situation comme un stratège militaire. Le plus hésitant, le plus susceptible de baisser sa garde. Brenner était le plus brutal, celui qui avait causé le plus de souffrance dans la sucrerie. Il y a une logique dans ses choix. Ce n'est pas aléatoire, c'est calculé. Un silence pesant s'installa. La réalisation de ce qu'impliquaient les paroles de Cartwright était terrifiante. Ruth n'agissait pas par impulsion ou par rage aveugle. Elle exécutait un plan qui avait probablement commencé des années plus tôt, qui se déroulait avec une patience et une précision effrayantes. Qui sera le prochain ?
demanda Gallagher, et pour la première fois, sa voix trahissait une peur réelle. Nous tous, répondit Cartwright, si nous ne l'arrêtons pas. Maintenant. Comment? Insista Roussel. On ne peut pas l'exécuter sans preuve. On ne peut pas simuler un accident alors qu'elle est sous surveillance constante. On ne peut même pas l'interroger parce qu'elle ne parle pas. Qu'est-ce qui nous reste? Fontenot se pencha en avant, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. On l'a fait parler. Elle est muette, imbécile, cracha Gallagher. Peut-être, peut-être pas. Fontenot sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. J'ai entendu parler d'une méthode, utilisée dans les Caraïbes pendant les révoltes d'esclaves. On appelle ça la confession forcée. On met la personne dans une situation où le silence devient impossible. Ou même un muet doit trouver un moyen de communiquer. Développe, ordonna Cartwright. Ce que Fontenot décrivit ensuite glaça le sang même des hommes endurcis qu'étaient les autres surveillants. C'était une forme de torture psychologique et physique combinée, conçue pour briser la volonté et forcer l'aveu même de ceux qui ne pouvaient pas parler. Cela impliquait l'isolement, la privation sensorielle, l'introduction progressive de la douleur et surtout la manipulation de la perception du temps et de la réalité. « Et si elle ne parle toujours pas ?» demanda Roussel. « Alors au moins, on saura qu'elle est vraiment muette, » répondit Fontenot. « Et on pourra la détruire sans culpabilité, sachant que nous avons fait tout notre possible pour confirmer nos soupçons. » Cartwright réfléchit longuement, pesant les options. C'était risqué. Si Lavergne découvrait ce qu'il projetait, il pourrait les renvoyer, voire les poursuivre en justice pour destruction de propriété. Mais l'alternative était d'attendre passivement qu'ils soient tous tués un par un. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais nous devons être prudents. Personne ne doit savoir. Nous choisissons un moment où Lavergne et sa famille sont absents. Nous faisons venir Ruth dans un endroit isolé. Et nous faisons ce qui doit être fait. L'opportunité se présenta 3 semaines plus tard. Lavergne devait se rendre à la Nouvelle-Orléans pour des affaires qui le retiendraient 1 semaine entière. Il emmènerait sa femme et sa fille avec lui, laissant la plantation sous la supervision des surveillants. Son fils Édouard était déjà en ville pour ses études et ne reviendrait pas avant l'été. Le soir du départ de Lavergne, les 4 surveillants mirent leur plan à exécution. Ils envoyèrent de chercher Ruth sous prétexte d'une tâche urgente à accomplir dans la vieille cabane abandonnée en lisière de propriété. Ruth, comme toujours, obéit sans poser de questions, sans montrer d'émotion. Quand elle arriva à la cabane, seule dans l'obscurité croissante du crépuscule, les 4 hommes l'attendaient. Ils ne parlèrent pas, ils n'expliquèrent pas. Cartwright referma simplement la porte derrière elle, Roussel alluma une lanterne, et Fontenot s'avança avec des cordes. Ruth ne résista pas. Son visage resta impassible, tandis qu'il l'attachait à une chaise au centre de la pièce. Ses yeux se déplacèrent d'un homme à l'autre, lisant leurs intentions, comprenant parfaitement ce qui était sur le point de se passer. Mais elle ne montra aucune peur, aucune supplication. Juste ce calme déconcertant qui les avait toujours mis mal à l'aise. « Nous savons que c'est toi », commença Cartwright, sa voix froide et méthodique. « Nous savons que tu as tué Thibault. Nous savons que tu as empoisonné Brenner. Ce que nous voulons maintenant, c'est comprendre pourquoi et comment, et si tu as des complices. » Ruth le regarda, silencieuse. « Tu vas nous le dire », continua Cartwright. « D'une manière ou d'une autre, nous avons toute la nuit, toute la semaine si nécessaire. Personne ne viendra, personne ne t'entendra. Tu peux choisir de coopérer maintenant ou tu peux choisir de souffrir d'abord. Le résultat sera le même. » Ruth continua de le regarder et dans ses yeux, Cartwright vit quelque chose qui le fit frissonner malgré lui. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la défiance, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une forme de patience absolue. Comme si elle savait quelque chose qu'ils ignoraient, comme si elle attendait depuis toujours que ce moment arrive. Ce qui se passa ensuite, dans cette cabane isolée au cours des 3 jours suivants, ne fut jamais raconté en détail. Les 4 surveillants firent tout ce qu'ils avaient planifié, et plus encore. Ils utilisèrent toutes les méthodes qu'ils connaissaient pour briser une personne.
Ils alternèrent la douleur physique et la privation sensorielle. Ils lui retirèrent toute nourriture et toute eau. Ils lui parlèrent pendant des heures, décrivant en détail ce qu'ils allaient lui faire si elle ne coopérait pas. Ruth ne parla jamais. Pas un son, pas un gémissement, pas un cri. Son corps réagissait à la douleur, se contractant, tremblant. Mais sa bouche restait fermée. Ses yeux, même quand ils devenaient vitreux d'épuisement et de souffrance, gardaient cette qualité insondable qui rendait les surveillants de plus en plus frustrés et effrayés. Le 3e jour, Cartwright admit la défaite. Ils avaient échoué. Ruth était soit vraiment muette, soit possédait une volonté si forte qu'elle dépassait tout ce qu'ils avaient jamais vu. Dans les 2 cas, continuer était inutile et dangereux. Si elle mourait sous leurs mains, les questions seraient posées. Si elle survivait et montrait des marques évidentes de torture, Lavergne pourrait découvrir ce qu'ils avaient fait. Ils la détachèrent, laissèrent de l'eau et du pain près d'elle, et partirent, refermant la porte derrière eux. Leur plan était simple. Ils reviendraient le lendemain avec un remède pour ses blessures les plus visibles, puis ils la ramèneraient au quartier des esclaves avec une histoire plausible sur un accident. Ensuite, ils attendraient une autre opportunité, plus subtile cette fois, plus définitive. Mais quand ils revinrent le lendemain matin, la cabane était vide, les cordes gisaient sur le sol, coupées proprement. L'eau et le pain n'avaient pas été touchés. La porte, qu'ils avaient verrouillée de l'extérieur, était ouverte. Ruth avait disparu. La panique qui s'empara des 4 surveillants fut immédiate et viscérale. Une esclave disparue était toujours une crise majeure, mais dans ce cas, c'était bien plus que cela. Ruth connaissait leurs secrets. Elle savait ce qu'ils avaient fait. Et si elle parvenait à atteindre les autorités, à trouver un moyen de communiquer ce qui s'était passé, ils seraient tous ruinés. Mais Ruth ne pouvait pas parler. Cette pensée les réconforta brièvement, jusqu'à ce que Roussel fasse remarquer l'évidence. Elle peut écrire. Elle a passé des années dans la grande maison. Elle a vu les domestiques tenir des registres. Elle a probablement observé Madame Lavergne écrire ses lettres. Si elle sait écrire, elle peut raconter tout. Ils organisèrent immédiatement une recherche, mais contrairement à celle qui avait suivi la disparition de Thibault, celle-ci fut menée dans le secret absolu. Ils ne pouvaient pas alerter Lavergne, qui reviendrait dans 3 jours. Ils ne pouvaient pas mobiliser les autres esclaves, qui pourraient se poser des questions. Ils devaient retrouver Ruth eux-mêmes, discrètement, avant que quiconque ne remarque son absence. Les marécages autour de Belmont s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions. C'était un labyrinthe d'eau stagnante, de boue profonde, de végétation dense et de dangers innombrables. Alligators, serpents venimeux, insectes porteurs de maladies, sable mouvant. Peu d'esclaves osaient s'aventurer loin dans ces terres hostiles et ceux qui le faisaient rarement revenaient. Mais Ruth avait grandi dans ces marécages, dans un sens. Depuis son arrivée à Belmont, elle avait exploré chaque recoin de la propriété, collectant des herbes pour Esther, apprenant à lire les signes de la nature, à naviguer dans l'apparente confusion de l'environnement. Si quelqu'un pouvait survivre dans ces étendues sauvages, c'était elle. Les surveillants passèrent 2 jours à fouiller les marécages, pataugeant dans la boue jusqu'aux genoux, scrutant chaque ombre, chaque mouvement. Ils trouvèrent des traces, des empreintes de pieds nus dans la terre molle, des branches cassées qui indiquaient un passage récent. Mais les pistes disparaissaient toujours, se perdaient dans l'eau ou se mélangeaient avec celles des animaux. La nuit du 2e jour, épuisés et frustrés, ils campèrent dans une clairière au milieu des marécages. Ils allumèrent un petit feu, plus pour le réconfort psychologique que pour la chaleur, et restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ce fut Gallagher qui rompit le silence. « Elle ne court pas, dit-il lentement. Elle ne se cache pas pour s'échapper. Elle se cache pour nous observer. » Les autres le regardèrent, attendant qu'il développe. « Réfléchissez, continua Gallagher. Si elle voulait vraiment s'échapper, elle aurait profité de ces 3 jours pendant que nous étions occupés avec elle.
Elle aurait pris de l'avance, se serait dirigée vers le nord, aurait cherché l'aide des abolitionnistes. Mais elle est restée à proximité. Elle nous suit. Elle attend. Attend quoi? Demanda Fontenot, sa voix tendue. Notre prochaine erreur, répondit Cartwright, qui avait compris où Gallagher voulait en venir. Elle sait que nous sommes vulnérables maintenant. Nous sommes fatigués. Nous sommes séparés de la plantation. Nous sommes dans son territoire. Un bruit résonna dans l'obscurité environnante. Un craquement de branches. Tous les quatre se levèrent d'un bond, armes au poing, scrutant les ombres au-delà du cercle de lumière projeté par le feu. Rien. Juste le silence oppressant de la nuit, interrompu occasionnellement par le cri d'un oiseau nocturne ou le plouf d'un alligator entrant dans l'eau. « On rentre », ordonna Cartwright, « maintenant ». Ils éteignirent le feu et commencèrent leur marche dans l'obscurité, utilisant une lanterne pour éclairer leur chemin. Le voyage de retour vers Belmont devait prendre environ 2 heures, mais ils se perdirent presque immédiatement. Les repères qu'ils avaient notés en venant semblaient avoir disparu ou changé. Les arbres se ressemblaient tous dans la faible lumière de la lanterne. Les chemins qu'ils pensaient reconnaître les menaient dans des impasses. Après 1 heure de marche frustrante, ils réalisèrent qu'ils tournaient en rond. Ils revenaient sans cesse au même cyprès mort, reconnaissable à sa forme tordue. La panique commençait à s'installer. « Quelqu'un modifie les marques », dit Roussel, examinant les arbres autour d'eux. « Les entailles que j'avais faites pour nous guider ont été effacées. Regardez, ici. L'écorce a été grattée pour masquer la coupe. »« Elle nous piège », murmura Fontenot. « Elle nous guide dans le marécage, pour nous perdre, pour nous épuiser, pour... » Il ne termina pas sa phrase, mais tous comprirent. Pour les tuer, un par un, comme elle l'avait fait avec Thibault et Brenner. Cartwright prit une décision rapide. On reste groupés. On ne se sépare sous aucun prétexte. On continue vers l'est. Le fleuve est à l'est. Si on atteint le fleuve, on peut suivre la rive jusqu'à la plantation. Ils marchèrent, pendant ce qui sembla être des heures, la fatigue alourdissant chaque pas. L'obscurité semblait se refermer sur eux, la lanterne créant des ombres dansantes qui jouaient avec leur perception. Chaque bruit les faisait sursauter. Chaque mouvement dans leur vision périphérique les faisait pointer leurs armes vers les ténèbres. C'est alors que Fontenot cria. Ils se retournèrent pour le voir s'enfoncer soudainement dans ce qui semblait être de la terre ferme, mais était en réalité un piège de sable mouvant caché sous une fine couche de végétation. Il luttait, s'enfonçant de plus en plus avec chaque mouvement paniqué. Les 3 autres se précipitèrent pour l'aider, Cartwright saisissant une longue branche pour la tendre à Fontenot. Mais alors qu'ils étaient concentrés sur le sauvetage, un sifflement aigu traversa l'air, et Gallagher poussa un cri de douleur. Il tomba à genoux, une main sur son mollet. Dans la lumière vacillante de la lanterne tombée au sol, ils virent le serpent s'éloigner rapidement dans l'herbe. Roussel le reconnut immédiatement, un mocassin d'eau, l'un des serpents les plus venimeux de la région. « Non, non, non », gémit Gallagher, regardant la morsure sur sa jambe. 2 petites perforations d'où le sang commençait à couler. « Oh Dieu, non !» Cartwright était déchiré. Fontenot continuait de s'enfoncer, maintenant jusqu'à la poitrine, ses mouvements de plus en plus faibles. Gallagher avait besoin d'aide immédiate pour drainer le venin. Roussel et lui ne pouvaient pas gérer les 2 urgences simultanément. « Prends Gallagher », ordonna Cartwright à Roussel. « Essaye de drainer le venin, je m'occupe de Fontenot. » Mais quand Cartwright tendit de nouveau la branche vers Fontenot, celui-ci la manqua, ses doigts glissant sur l'écorce humide. Il sombrait trop vite maintenant, le sable mouvant ayant atteint son cou. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Cartwright s'allongea sur le sol, essayant de se rapprocher sans tomber lui-même dans le piège. Il tendit sa main, ses doigts effleurant brièvement ceux de Fontenot. Puis, avec une dernière bulle d'air remontant à la surface, Fontenot disparut complètement, avalé par le marécage. Cartwright se redressa, haletant, couvert de boue.
Roussel était penché sur Gallagher, essayant désespérément de faire une incision au-dessus de la morsure pour extraire le venin. Mais il faisait trop sombre, ses mains tremblaient trop, et il était évident qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. « Il faut rentrer », dit Cartwright, sa voix rauque. « Maintenant. On ne peut rien faire pour Fontenot, Gallagher a besoin d'un médecin. » Ils aidèrent Gallagher à se lever, passant ses bras autour de leurs épaules. Il boitait sévèrement, gémissant à chaque pas. La jambe mordue avait déjà commencé à enfler, la peau prenant une teinte violacée inquiétante. Si cette histoire vous donne des frissons, laissez un like et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Ruth est-elle vraiment responsable de tout cela, ou y a-t-il quelque chose de plus complexe en jeu? La suite de leur voyage fut un cauchemar. Gallagher devenait de plus en plus faible, son poids reposant entièrement sur Cartwright et Roussel. Il délirait, parlant de choses incohérentes, revivant des scènes de son passé. Le venin se répandait dans son système, causant des hallucinations et des convulsions. Quand ils atteignirent finalement la lisière de Belmont, au lever du soleil, Gallagher était inconscient. Ils le portèrent jusqu'à sa cabane et envoyèrent immédiatement chercher le médecin. Beaumont arriva en milieu de matinée, examina la morsure, secoua la tête avec découragement. « Le venin est trop répandu, dit-il. Il aurait fallu intervenir dans la première demi-heure. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est essayer de le rendre confortable. » Gallagher mourut le soir même, dans des convulsions terribles qui rappelèrent de manière sinistre l'agonie de Brenner. Beaumont inscrivit « morsure de serpent » sur le certificat de décès, une cause parfaitement naturelle et explicable. Il ne restait plus que Cartwright et Roussel. Cette nuit-là, épuisés physiquement et mentalement, ils se réunirent une dernière fois. Ils ne parlèrent pas de leur plan pour tuer Ruth. Ils ne discutèrent pas de stratégie ou de méthode. Ils parlèrent simplement de survie. « On quitte Belmont », dit Roussel, sa voix à peine audible. « On prend nos affaires et on part. Ce soir, on invente une excuse. On dit que... » « Lavergne revient demain », l'interrompit Cartwright. « Si on disparaît maintenant, juste après la mort de 3 surveillants, les questions seront posées. Les enquêtes seront menées. On sera recherché. Notre carrière sera terminée. Notre réputation détruite. Préfères-tu être mort ?» demanda Roussel, fixant Cartwright avec des yeux injectés de sang. « Parce que c'est ce qui va arriver. Elle ne s'arrêtera pas. Pas maintenant. Elle a gagné. Elle nous a battus. La seule chose sensée à faire est de partir. » Cartwright réfléchit longuement. Toute sa vie, il avait été un homme de contrôle. Il avait construit sa carrière sur sa capacité à maintenir l'ordre, à dominer les situations, à ne jamais montrer de faiblesse. Admettre la défaite face à une esclave muette allait contre tout ce qu'il était. Mais il n'était pas stupide. Il comprenait les mathématiques de la situation. 3 hommes morts en moins de 2 ans. 2 survivants de plus en plus paranoïaques et épuisés. Et Ruth, quelque part là-bas, patiente et implacable, attendant sa prochaine opportunité. « D'accord », dit-il finalement, « on part, mais pas ce soir. Demain, après le retour de Lavergne. On lui dit qu'on a reçu une offre d'emploi ailleurs, qu'on donne notre démission, qu'on recommande des remplaçants, on fait les choses proprement, sans éveiller de soupçons. » Roussel acquiesça, soulagé. Ils passèrent le reste de la nuit à planifier leur départ, vérifiant compulsivement les verrous de leurs portes, sursautant à chaque bruit, gardant leurs armes chargées à portée de main. Mais Ruth ne vint pas cette nuit-là, ni la suivante. Quand Lavergne revint avec sa famille, il fut choqué d'apprendre les décès de Fontenot et Gallagher. Cartwright lui raconta une version soigneusement construite des événements. Une excursion de chasse qui avait mal tourné, un accident tragique mais explicable dans un environnement aussi dangereux que les marécages de Louisiane. Lavergne accepta l'explication, bien que son regard suggéra qu'il se posait des questions. 3 surveillants morts en si peu de temps était statistiquement improbable, mais pas impossible. Et franchement, retrouver de bons surveillants était difficile et coûteux. Il ne voulait pas perdre Cartwright et Roussel en plus. C'est pourquoi il fut si contrarié quand, le lendemain, les 2 hommes vinrent lui annoncer leur démission.
Cartwright invoqua des raisons familiales, une opportunité dans une autre paroisse. Roussel parla de problèmes de santé, du besoin de changer d'air. Leurs excuses étaient faibles et manifestement préparées, mais Lavergne ne pouvait pas les forcer à rester. Il leur accorda 1 semaine pour former leurs remplaçants et organiser la transition. 1 semaine pendant laquelle Cartwright et Roussel furent les hommes les plus vigilants de toute la Louisiane. Ils ne se séparaient jamais. Ils ne mangeaient que de la nourriture qu'ils avaient préparée eux-mêmes. Ils vérifiaient leur cabane pour des pièges avant d'entrer. Ils dormaient à tour de rôle, l'un gardant toujours pendant que l'autre reposait. Et ils cherchaient Ruth, constamment, obsessivement, mais elle restait introuvable. C'était comme si elle s'était évaporée dans les marécages, devenue une légende, un fantôme. Le jour de leur départ arriva enfin. Cartwright et Roussel chargèrent leurs maigres possessions dans une charrette louée et se préparèrent à partir vers la Nouvelle-Orléans. Lavergne leur serra la main, leur souhaita bonne chance avec une froideur qui trahissait sa désapprobation. Ils étaient presque à la limite de la propriété quand ils réalisèrent qu'ils avaient oublié quelque chose. Cartwright jura et fit demi-tour vers sa cabane, disant à Roussel de l'attendre avec la charrette. Ce fut une erreur fatale. Quand Cartwright entra dans sa cabane pour récupérer un livre qu'il avait laissé sous son lit, il trouva Ruth assise sur sa chaise, l'attendant. Son premier réflexe fut de dégainer son pistolet, mais ses mains ne bougèrent pas. Elles restèrent paralysées à ses côtés, incapables de répondre aux ordres frénétiques de son cerveau. Ce n'était qu'alors qu'il réalisa qu'il se sentait étrange depuis le petit déjeuner. Un léger engourdissement dans ses membres, une difficulté à coordonner ses mouvements. Ruth se leva lentement. Dans sa main, elle tenait un petit couteau, le genre utilisé pour éplucher les légumes dans la cuisine. La lame était parfaitement aiguisée, brillante à la lumière du matin qui filtrait par la fenêtre. Cartwright voulut crier et appeler Roussel à l'aide, mais sa voix ne produisit qu'un gargouillement incompréhensible. Sa langue semblait trop épaisse dans sa bouche, ne répondant plus à sa volonté. « Curare », dit soudainement Ruth, et sa voix était claire, précise, sans aucune trace d'accent ou d'hésitation. C'est le nom que les Blancs donnent à ce poison. Les Indiens d'Amérique du Sud l'utilisent sur leurs flèches. Quelques gouttes dans votre café ce matin. Juste assez pour paralyser, mais pas assez pour tuer rapidement. Vous resterez conscient pour tout ce qui va suivre. Cartwright la fixait, horrifié non seulement par la paralysie qui s'emparait de son corps, mais par le fait qu'elle parlait. Ruth, la muette, parlait avec l'aisance de quelqu'un qui avait toujours su le faire. Vous vous demandez si j'ai toujours pu parler, continua Ruth, s'approchant lentement. La réponse est oui, depuis ma naissance, depuis toujours. Le silence était un choix, un outil, le plus puissant que je possédais. Elle se plaça derrière lui, et il sentit ses mains le pousser doucement vers la chaise. Son corps obéit mollement, s'effondrant sur le siège. Ruth commença à l'attacher avec des cordes qu'elle avait préparées, travaillant avec une efficacité qui suggérait une pratique considérable. « Vous voulez savoir pourquoi ?» dit-elle, serrant les nœuds. « C'est ce que les hommes comme vous veulent toujours. Des explications, des justifications, comme si comprendre rendait les choses acceptables. » Elle vint se placer devant lui, le regardant droit dans les yeux. Thibault avait violé 3 filles esclaves, les plus jeunes de la plantation. Il croyait que personne ne le savait, que son statut de surveillant le protégeait. Brenner avait jeté un enfant de 6 ans dans une chaudière de sirop bouillant pour avoir volé un morceau de canne. L'enfant a survécu mais est resté défiguré, brûlé sur tout le corps. Fontenot prenait plaisir à séparer les familles, à vendre les enfants loin de leur mère, juste pour voir leur douleur. Gallagher avait tué mon ami Moses en le fouettant, puis avait prétendu que c'était une mort naturelle. Roussel, elle s'interrompit, écoutant. Des pas s'approchaient. Roussel venait voir ce qui prenait tant de temps à Cartwright. Ruth posa un doigt sur ses lèvres, dans un geste presque joueur, puis se glissa dans l'ombre derrière la porte. Quand Roussel entra, elle fut sur lui en un instant.
Le couteau trouva les points précis qu'elle avait mémorisés, ceux qui paralyseraient sans tuer immédiatement. Roussel s'effondra, ses yeux écarquillés de terreur et d'incompréhension. Ruth le traîna jusqu'à une autre chaise, l'attacha à côté de Cartwright. Maintenant, ils étaient deux à regarder, impuissants, tandis qu'elle préparait ses instruments. Roussel, continua-t-elle, reprenant où elle s'était arrêtée, tenait des registres détaillés de chaque esclave. Pas pour le travail, pour le contrôle. Il notait nos faiblesses, nos peurs, nos attachements. Puis il utilisait ces informations pour nous briser. Il a forcé une femme à regarder pendant qu'il vendait ses 3 enfants en lui disant que c'était sa faute pour avoir été trop attachée à eux. Elle posa le couteau sur la table à côté d'autres outils qu'elle avait rassemblés. Puis elle commença à parler, racontant une histoire qui expliquait tout. « Je m'appelle Ruth, dit-elle, mais ce n'est pas le nom que mes parents m'ont donné. Je ne me souviens plus de ce nom. Il y a trop longtemps. J'avais 5 ans quand les marchands d'esclaves sont venus dans notre village. Ils ont brûlé les cases, tué les hommes qui résistaient, enchaîné les femmes et les enfants. Mon père a essayé de me cacher, mais ils l'ont trouvé et battu à mort devant moi. Ma mère a hurlé, et ils lui ont coupé la langue pour la faire taire. Sa voix restait calme, factuelle, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Sur le bateau qui nous emmenait vers ce continent, ma mère est morte. Elle s'est laissée mourir de faim plutôt que de vivre dans l'esclavage. Avant de mourir, elle m'a fait promettre quelque chose. Elle ne pouvait plus parler, mais elle a pris mes mains, elle a touché ma bouche, puis elle a secoué la tête. Elle m'a fait comprendre que je devais être silencieuse, que le silence me protégerait, que les maîtres ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne comprennent pas. J'avais 6 ans quand j'ai décidé de ne plus jamais parler. Pas un mot, même pendant les coups. Même pendant les viols, même pendant les tortures, le silence est devenu mon armure. Et avec le temps, les gens ont cru que j'étais née muette. Ils ont cessé de me voir comme une menace. Je suis devenue invisible. Elle s'approcha de Cartwright, tenant le couteau près de son visage. J'ai observé pendant 15 ans. J'ai appris comment fonctionne ce système. J'ai identifié les hommes les plus cruels, ceux qui prenaient plaisir à la souffrance. Et j'ai décidé que chacun paierait pour ce qu'il avait fait. Pas rapidement, pas impulsivement, mais méthodiquement, patiemment, avec la même absence de pitié qu'ils avaient montrée. Thibaut était le premier parce qu'il était le plus faible, le plus facile à isoler. Je l'ai suivi dans les marécages pendant sa ronde. Je me suis approché de lui en feignant d'être blessé et perdu. Quand il s'est penché pour me voir, je l'ai frappé avec une pierre. Puis, je l'ai traîné dans un endroit préparé à l'avance. Je l'ai attaché, et je lui ai coupé la langue, exactement comme ils avaient fait à ma mère. Brenner était plus difficile. Le poison devait être administré progressivement, mélangé à sa nourriture sur plusieurs semaines. De l'arsenic, extrait de plantes locales, en doses si petites qu'aucun médecin ne pourrait le détecter. Il a souffert, comme l'enfant qu'il avait brûlé a souffert. Fontenot et Gallagher étaient une opportunité. Quand vous m'avez torturé dans la cabane, j'ai su que vous paniqueriez en découvrant mon évasion. J'ai su que vous iriez dans les marécages pour me chercher. J'ai passé ces 3 jours à préparer le terrain, à modifier les marques, à identifier les pièges naturels, à placer le serpent exactement où je savais que vous passeriez. Elle se tourna vers Roussel, le regardant froidement. Vous deux, vous avez failli vous échapper, mais la lâcheté qui vous a poussé à fuir était la même qui vous rendait prévisible. Je savais que Cartwright reviendrait pour quelque chose qu'il aurait oublié. Les hommes comme lui ne peuvent s'empêcher d'être méticuleux, même dans la panique. Ruth prit une longue respiration, puis reprit son couteau. Maintenant vient la partie que vous redoutiez depuis que vous avez découvert les corps. La question n'est pas si je vais vous couper la langue, c'est combien de temps vous resterez conscient pendant que je le fais. Ce qui suivit fut rapide et précis. Ruth avait appris l'anatomie en aidant Esther avec les soins aux malades. Elle savait exactement où couper, comment minimiser le saignement immédiat pour prolonger la conscience, comment infliger la plus grande terreur psychologique avant la douleur physique. Cartwright et Roussel ne moururent pas immédiatement. Ruth les laissa attachés.
leur langue coupée posée devant eux sur la table, contemplant leur sort pendant qu'ils se vidaient lentement de leur sang. Elle resta assise là, les regardant, son visage de nouveau impassible, patiente. Quand ce fut terminé, elle nettoya méthodiquement la scène. Elle brûla les cordes. Elle lava le couteau. Elle fit disparaître toute trace de sa présence. Puis elle traîna les corps l'un après l'autre dans les marécages, les disposant de manière à suggérer qu'ils s'étaient entretués dans une dispute qui avait mal tourné. C'était plausible. Deux hommes sous pression, paranoïaques, épuisés, se retournant l'un contre l'autre dans un moment de folie. Le shérif Dupuis, quand il arriva 3 jours plus tard pour examiner la scène, accepta cette explication avec soulagement. C'était plus simple que d'admettre qu'une esclave avait systématiquement tué 6 surveillants sur 2 ans. Les corps de Cartwright et Roussel furent enterrés aux côtés de ceux de Thibault, Brenner, Fontenot et Gallagher dans le petit cimetière paroissial. 6 tombes alignées, 6 pierres tombales identiques. 6 hommes morts dans la même plantation sur une période de moins de 2 ans. Les rumeurs circulaient, bien sûr, dans les plantations voisines, dans les bars de la Nouvelle-Orléans, dans les conversations chuchotées des esclaves. Certains parlaient d'une malédiction sur Belmont, d'autres d'une vengeance divine contre des hommes particulièrement cruels. D'autres encore évoquaient des sociétés secrètes d'esclaves qui ciblaient les surveillants les plus brutaux. Mais personne ne parla de Ruth, parce que Ruth était redevenue invisible, silencieuse, muette. Elle avait repris sa routine avec la même efficacité mécanique, la même absence d'expression, la même présence fantomatique qui ne marquait pas les mémoires. Lavergne engagea de nouveaux surveillants, des hommes venus d'autres paroisses, attirés par les salaires élevés qu'il offrait maintenant pour compenser la réputation sinistre de la plantation. Ces nouveaux hommes étaient différents, plus prudents, moins brutaux, comme s'ils avaient compris, sans que personne ne le dise explicitement, qu'il existait une ligne à ne pas franchir à Belmont. La production de la plantation continua. Les saisons se succédèrent. L'esclavage en Louisiane continua pendant près de 20 ans encore, jusqu'à ce que la guerre civile mette fin au système qui avait permis à des hommes de posséder d'autres êtres humains. Mais les esclaves de Belmont portaient en eux une connaissance secrète. Ils savaient, même s'ils ne pouvaient pas le prouver, ce qui s'était réellement passé. Ils connaissaient l'histoire de Ruth la Muette, la petite esclave qui avait tué 6 surveillants et qui n'avait jamais été découverte. Cette histoire fut transmise de génération en génération, murmurée dans les cabanes la nuit, racontée aux enfants comme un conte moral sur la patience et la vengeance. Avec le temps, elle devint une légende, un mythe. Les détails changèrent. Certaines versions ajoutèrent des éléments surnaturels. D'autres transformèrent Ruth en une figure presque mystique. Mais au cœur de toutes ces versions restait la même vérité fondamentale. Dans un système conçu pour briser l'humanité des esclaves, une femme avait trouvé un moyen de résister, pas par la rébellion ouverte qui aurait été immédiatement écrasée, pas par la fuite qui aurait mis en danger d'autres esclaves, mais par une vengeance calculée, méthodique, invisible. Esther, la vieille guérisseuse, mourut en 1842, emportant avec elle les secrets qu'elle avait gardés. Sur son lit de mort, elle appela Ruth à ses côtés. Les 2 femmes restèrent assises en silence pendant des heures, communiquant dans ce langage sans parole qu'elles avaient développé au fil des années. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, Esther toucha la main de Ruth et murmura « Tu as fait ce qui devait être fait, mais maintenant il faut que tu vives, vraiment vives, pas juste survives, promets-le-moi. » Ruth hocha la tête, et pour la première fois depuis 15 ans, une larme coula sur sa joue. La guerre civile éclata en 1861. Belmont, comme beaucoup de plantations louisianaises, fut dévastée par les combats et l'occupation militaire. Lavergne perdit sa fortune, sa propriété fut saisie et la famille dut fuir vers le nord. Quand l'émancipation fut proclamée en 1863, Ruth avait 48 ans. Elle était l'une des rares esclaves de l'époque originale de Belmont à avoir survécu si longtemps. Les autres la regardaient avec un mélange de respect
et de crainte. Cette femme silencieuse qui avait traversé décennies de servitude sans jamais se briser. Le jour de la libération, alors que tous les esclaves se rassemblaient devant les ruines de la grande maison pour entendre la lecture de la proclamation d'émancipation, quelqu'un demanda à Ruth si elle comptait enfin parler maintenant qu'elle était libre. Ruth les regarda. Ces visages qui l'avaient accompagnée pendant tant d'années. Ces gens qui avaient partagé sa captivité sans jamais connaître son secret. Elle ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose. Puis elle sourit, secoua la tête, et resta silencieuse. Parce que certains secrets méritent d'être gardés. Certaines histoires ne doivent jamais être confirmées. Et certaines vérités sont plus puissantes quand elles restent dans le domaine du possible, du plausible, du jamais tout à fait prouvé. Ruth vécut encore 23 ans après l'émancipation. Elle s'installa dans une petite maison près de la Nouvelle-Orléans, travaillant comme herboriste et guérisseuse, respectée dans la communauté afro-américaine pour sa sagesse et ses connaissances. Elle ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant, vécut une vie simple et discrète. Elle mourut en 1886, à l'âge de 71 ans. Ses funérailles furent modestes, mais un nombre surprenant de personnes y assista. Des gens qui l'avaient connue à Belmont, leurs enfants et petits-enfants, des membres de la communauté créole de la Nouvelle-Orléans, même quelques Blancs qui l'avaient consulté pour ses remèdes. Sur sa pierre tombale, conformément à ses volontés testamentaires, fut gravé simplement « Ruth, née dans le silence, morte libre ». Personne ne mentionna les 6 surveillants. Personne ne parla de vengeance ou de justice. Mais tous ceux qui connaissèrent l'histoire, ou qui en avaient entendu des fragments, comprenaient ce que ces mots signifiaient vraiment. Dans les années qui suivirent, des historiens tentèrent occasionnellement de vérifier les faits concernant les morts mystérieuses à la plantation Belmont. Ils consultèrent les registres paroissiaux, les certificats de décès, les témoignages. Mais les documents de l'époque étaient incomplets, contradictoires, parfois délibérément falsifiés pour protéger les intérêts des propriétaires. Ce qui restait était une série de morts suspectes. Une succession de coïncidences improbables, et au centre de tout cela, une femme dont le silence avait été à la fois son arme et son bouclier. Les descendants des esclaves de Belmont continuent de raconter l'histoire de Ruth la Muette. Elle fait partie de la tradition orale de la Louisiane afro-américaine, un récit de résistance et de survie dans le système le plus brutal jamais conçu. Certains disent qu'elle est un exemple de la dignité humaine qui persiste même dans les circonstances les plus déshumanisantes. D'autres la voient comme une figure de justice implacable, celle qui a puni ceux que le système légal protégeait. La plantation Belmont n'existe plus aujourd'hui. Les bâtiments ont été détruits pendant la guerre civile et la terre a été vendue et subdivisée au fil des décennies. Il ne reste qu'un marqueur historique sur la route, mentionnant brièvement qu'une plantation se trouvait autrefois à cet endroit, active de 1820 jusqu'à 1863. Le marqueur ne mentionne pas Ruth. Il ne parle pas des 6 surveillants. Il ne raconte pas l'histoire de vengeance qui s'est déroulée sur ces terres. Parce que l'histoire officielle, celle qui est gravée dans la pierre et les documents, préfère oublier les vérités inconfortables. Les actes de résistance qui remettent en question la narrative simpliste du passé. Mais l'histoire non officielle, celle qui vit dans les mémoires et les récits transmis, garde vivante la vérité de ce qui s'est passé. Elle rappelle que derrière chaque silence, il peut y avoir une voix qui a choisi de ne pas parler. Que derrière chaque apparence de soumission, il peut y avoir une volonté de faire. Alors, qu'en pensez-vous ? L'histoire de Ruth la Muette s'est-elle vraiment déroulée comme cela? Était-elle vraiment responsable de toutes ces morts, ou était-ce une série de coïncidences tragiques qui ont donné naissance à une légende? Les registres historiques ne donnent pas de réponse définitive. Le silence de Ruth, qu'elle ait été stratégique ou authentique, reste intact même après plus d'un siècle. Si cette histoire vous a fasciné, bouleversé ou fait réfléchir, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos théories, vos questions, vos réactions. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.
Ces récits oubliés ou délibérément effacés qui révèlent des vérités profondes sur la nature humaine et le prix de la justice. Et posez-vous cette question. Combien d'autres histoires comme celle de Ruth existent, enterrées dans les archives poussiéreuses, étouffées par les récits officiels, attendant qu'on les exhume et qu'on leur rende la voix qu'elles n'ont jamais eue de leur vivant. Le silence de Ruth a duré 15 ans pendant sa captivité, puis 73 ans jusqu'à sa mort en femme libre. Mais son histoire, elle, refuse de se taire. Elle continue de raisonner, de questionner, de nous rappeler que la justice véritable ne se trouve pas toujours dans les tribunaux et les lois, mais parfois dans les actes secrets de ceux qui n'ont aucun autre recours. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Avec ceux qui comprennent que l'histoire n'est jamais aussi simple qu'on nous l'enseigne. Avec ceux qui savent que derrière chaque silence, il y a toujours une histoire qui demande à être racontée. Ruth la muette. 6 surveillants morts. Un secret gardé pendant plus d'un siècle. Et une question qui reste sans réponse. La vengeance est-elle justice quand le système lui-même protège les coupables? À vous de décider. À vous de juger. À vous de vous souvenir.